Y a-t-il d'autres mondes au-delà du nôtre? 300 ans avant Jésus-Christ, le philosophe grec Épicure écrivait déjà la chose suivante. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un nombre infini de mondes différents. L'idée qu'il existe d'autres planètes en dehors de notre système solaire n'est donc pas nouvelle. Mais en l'absence de preuves, rien ne permettait d'en avoir la certitude. Et puis, en 1995, deux astronomes suisses firent une découverte qui allait bouleverser l'histoire des sciences et ouvrir une nouvelle ère, celle des chasseurs de mondes. Exoplanètes. C'est ainsi qu'on appelle les planètes qui tournent autour d'une autre étoile que le Soleil. Aujourd'hui, nous savons qu'il en existe des milliards rien que dans notre galaxie. Et cette découverte amène avec elle d'autres questions. À quoi ressemblent ces mondes? Que peuvent-ils nous apprendre sur le nôtre? Et surtout, sont-ils habités? Actuellement, dans les observatoires du monde entier, les astronomes cherchent des réponses. Et ils n'ont jamais été aussi près d'en trouver. Mais cette moisson de nouveaux mondes a bien dû commencer quelque part. Et si la recherche des exoplanètes devait avoir son Christophe Colomb, ce serait cet homme, Michel Mayor. J'étais un passionné de sciences avant tout. Et c'est un petit peu le hasard qui a fait que quand j'ai terminé mon diplôme de physique, eh bien, des laboratoires cherchaient des gens dans différentes directions, et en particulier l'Observatoire de Genève. J'ai été là discuter, j'ai trouvé intéressant, et c'est ce qui a fait que j'ai démarré en astrophysique. Mais si ce jour-là, il y avait eu une annonce pour aller faire de la géophysique ou de l'océanographie, eh bien, je ferais peut-être tout autre chose aujourd'hui. J'ai eu le privilège de le rencontrer à l'Observatoire de Genève, un lieu hautement symbolique car il est à l'origine de nombreuses découvertes en matière d'exoplanètes. C'est ici que Michel a commencé à travailler sur la question il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, la recherche des exoplanètes est un des domaines les plus florissants de l'astronomie. Pourtant, pendant longtemps, cette discipline est restée maudite. C'est assez étonnant de voir qu'au début du XXe siècle, eh bien, les astrophysiciens pensaient qu'il n'y avait pas d'autres systèmes planétaires dans la galaxie. Il y avait déjà énormément de fiction qui s'intéressait à d'autres mondes. Il y avait un décalage entre les professionnels et le grand public. En entrant à l'université de Genève, Michel n'a pas tout de suite commencé à chercher de nouveaux mondes. Au départ, ses travaux portaient sur le mouvement des étoiles. Mais en développant des outils toujours plus précis pour mesurer la vitesse de ces dernières, une nouvelle possibilité s'est mise à émerger, celle de détecter des planètes. Plusieurs groupes de scientifiques de différents endroits du monde développent des nouveaux instruments. Et il y en a, je dirais, 3 groupes en tout cas, exploitent ces instruments. Un groupe canadien, un groupe de Californie et nous à Genève. Et voilà, la recherche des planètes par cette technique commence. Et après, eh bien, c'est une autre histoire. Le 6 octobre 1995, 2 astrophysiciens suisses annoncent une découverte qui révolutionne l'astronomie moderne. Michel Mayor et Didier Queloz observent la première planète en dehors de notre système solaire. Cette exoplanète tourne autour d'une étoile située à 42 années-lumière de la Terre. Ils l'ont baptisée 51 Pégase B. It's here that 2 Swiss scientists made one of the most exciting discoveries in the history of astronomy. They found the first planet outside our solar system. L'équipe de l'astronome suisse Michel Mayor aurait vu dans le ciel autre chose que ce que d'ordinaire on voit. Il aurait détecté une planète, la première hors de notre système solaire. Est-ce que tu peux nous raconter le moment de la découverte et ce que tu as ressenti quand tu as su avec certitude que tu avais trouvé quelque chose? Oui, alors, c'est pas une découverte qui fait qu'un jour on dit « Ah ah, on a découvert une planète ». Avant, c'était surtout des doutes, pas des doutes sur la qualité des mesures, des doutes sur l'interprétation physique. Et quand on a confirmé, oui, on a festoyé lourdement avec Didier Queloz, on s'est acheté une tarte aux myrtilles, une bouteille de clairette de Die, et on a fêté l'événement. La première exoplanète a été découverte dans le sud-est de la France, à l'Observatoire de Haute-Provence. Créé en 1937, cet observatoire est longtemps resté le plus important d'Europe, avec son grand télescope doté d'un miroir de près de 2 mètres de diamètre.
C'est en équipant ce télescope d'un instrument très précis, le spectrographe Elodie, que Michel Mayor et Didier Queloz purent détecter la présence d'une planète autour de l'étoile 51 Pégasi. Mais avant d'aller plus loin, ça veut dire quoi exactement détecter une exoplanète? Si vous êtes comme moi, vous pensez peut-être qu'il suffit de regarder dans un télescope et d'en observer la surface, un peu comme avec la Lune ou Mars. Mais dans la très grande majorité des cas, ces planètes sont beaucoup trop lointaines pour être observées directement. Alors, on a mis au point des techniques qui permettent de déduire leur existence à partir de la lumière des étoiles. Imaginez, vous regardez le ciel, vous voyez des milliers d'étoiles et vous posez la question, est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de ces étoiles? Eh bien, oui, on y pense. Le problème, comment les chercher? Comment détecter ces planètes? On ne les voit pas. Par contre, ce que l'on peut détecter, c'est les variations de vitesse de l'étoile. Quand la planète tourne autour, eh bien, l'étoile fait aussi un tout petit cercle. Eh bien, on va mesurer la vitesse de l'étoile. Comment le faire? Comment mesurer la vitesse d'une étoile à une extrême précision? Par l'effet Doppler. Qu'est-ce que c'est? Imaginez une petite puce d'eau qui saute sur un étang sans changer de position. Elle va faire des vagues qui vont partir d'une manière concentrée. Maintenant, imaginez que la même petite puce, à la même fréquence, un saut par seconde, va avancer en même temps qu'elle fait ses petits sauts. Eh bien, les cercles vont se déplacer avec son mouvement. Les vaguelettes seront plus serrées dans le sens du mouvement qu'à l'opposé. Vous avez tous entendu le changement de tonalité d'une ambulance quand elle se rapproche ou elle s'éloigne. Dans les ondes lumineuses, il y a le même effet et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser pour mesurer les fluctuations de vitesse des étoiles résultant du mouvement des planètes. Parmi toutes les planètes qui ont été découvertes, on en trouve des quantités qui tournent en quelques jours autour de leur étoile. Je vous rappelle quand même que la Terre met 365 jours pour faire le tour du Soleil. Eh bien là, on trouve des planètes, des exoplanètes, qui tournent en quelques jours. En fait, ça correspond aussi à une distance très petite de l'étoile. Donc, imaginez un Soleil, ou l'équivalent d'un Soleil, et une planète qui tourne très près. Elle va faire une éclipse. La planète va passer devant l'étoile et va faire diminuer la luminosité de cette étoile. Et donc, toute la ruse va être simplement de chercher à regarder beaucoup d'étoiles et espérer voir de temps en temps la luminosité de certaines baisser périodiquement. Et c'est la méthode dite des transits planétaires qui vous permet de déterminer la dimension des planètes. Pourquoi la dimension? Eh bien, simplement, quand on cache un morceau de l'étoile, si c'est une grosse planète, ça va faire une grande baisse de luminosité. Si c'est une très petite planète, ce sera une petite baisse de luminosité. Donc cette technique vous permet de mesurer la dimension des planètes, des exoplanètes. L'effet Doppler vous permet de déterminer la masse des planètes. La masse, la dimension, vous avez la densité moyenne. Et ça vous donne accès à la nature physique de ces planètes. Est-ce qu'elles sont rocheuses? Est-ce qu'elles sont gazeuses? Est-ce que c'est des planètes de liquide? Voilà, on peut commencer à faire de la physique pour comprendre la nature de ces planètes. Tu aimerais comprendre un peu plus? Eh bien, abonne-toi. Comme on ne peut pas voir directement ces mondes lointains, il a fallu que l'art vienne au secours de la science. J'en ai discuté avec Alexandre Astier, comédien, réalisateur et auteur de l'Exoconférence, un spectacle où il aborde notamment le sujet des exoplanètes. Généralement, quand on trouve une exoplanète, ou quand on la suppose, ou quand on l'analyse, il y a une vue d'artiste dans les magazines ou sur Internet. Il faut une vue d'artiste parce que si on présente des courbes, des analyses de distance et de mouvements gravitationnels, ça manque un peu de poésie. Donc il y a une vue d'artiste. Mais les vues d'artistes, elles étaient là avant déjà. Et le seul truc, je trouve que ça a d'importance, c'est que ça laisse tout espérer. Tout est possible à partir du moment où il y a une explosion de la matière qui elle-même est gérée par la force de gravitation et ça trie les éléments de manière complètement dingue, ça les rapproche de leurs astres, donc les chaleurs sont différentes, mais a priori il existe tout. Mais dans notre système solaire, il y a déjà une variété, si on prend tous les satellites de Jupiter, tout ça, il y a une variété de mondes
qui suffirait à faire 100 000 films, vraiment 100 000 décors de films, dingue. En détectant la première exoplanète en 1995, Michel Mayor et Didier Queloz ont ouvert une brèche. Depuis, on en a découvert plus de 4000, et leur diversité est telle qu'on parle même de zoo. Certaines sont si étranges qu'elles semblent sortir d'un film de science-fiction. Il y a par exemple des planètes qui tournent autour de deux soleils, comme Kepler 16b, surnommé Tatooine en référence à la planète de Luke Skywalker dans Star Wars. D'autres auraient des couleurs incroyables, comme GJ 504b, qu'on appelle la planète rose. Par leurs caractéristiques inattendues, ces astres ont repoussé les limites de ce qu'on croyait possible. Ce que l'on a découvert, c'est que le système planétaire, le nôtre, le système solaire, n'est de loin pas le modèle unique qui existe dans l'univers. On prédit qu'il existe énormément de planètes océans, des océans d'une profondeur gigantesque. Une planète rocheuse qui tourne en 3 heures autour de son étoile, eh bien la température à la surface de la planète est telle que les roches vont fondre. Donc il existe des planètes de lave. Donc il y a une faune, une diversité des systèmes planétaires qui était complètement insoupçonnée. Aujourd'hui, le terrain le plus convoité pour chasser les planètes se trouve au Chili, dans le désert d'Atacama. Grâce à l'extrême pureté de son ciel, cette région offre des conditions d'observation incomparables. C'est pour cette raison que l'ESO, l'Observatoire européen austral, y a installé les télescopes les plus performants du monde. L'ESO est l'organisation la plus importante consacrée à l'astronomie. Au Chili, elle gère 3 sites d'observation à la pointe de la recherche mondiale. Et le premier d'entre eux fut l'Observatoire de la CIA. Créé en 1964, l'Observatoire de la CIA se trouve à 2400 mètres d'altitude, loin de toute pollution lumineuse. Il abrite un grand nombre de télescopes dont la plupart comptent parmi les plus productifs au monde. Certains sont consacrés à des projets spécifiques, comme le télescope Leonhard Euler, qui est principalement destiné à l'observation des exoplanètes. Surnommé le Suisse, ce télescope d'1,20 m fut construit par l'Observatoire de Genève en 1998. Et Michel le fit équiper d'un spectrographe encore plus précis que celui qu'il avait utilisé pour détecter la première exoplanète. On travaille seul ici. Donc ça veut dire que ça demande beaucoup de l'observateur. Il doit être capable de parer aux petits problèmes techniques qui peuvent arriver, et puis observer et s'assurer que tout marche bien. Et donc à 2 h du matin, quoi de mieux que de mettre un requiem de Mozart avec un volume énorme. On est seul ici, c'est extraordinaire. La durée typique d'une mission d'observation, c'est 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, il y a quelqu'un qui est là, qui doit assumer tout par lui-même. Eh bien, il y a une règle que les gens ne doivent pas rester plus de 2 semaines ici sans avoir une coupure où ils doivent descendre à la Serena ou avoir une rupture. Et pour ne pas péter les plombs? Je pense que c'est ça. L'Observatoire de la CIA abrite actuellement une 12aine de télescopes opérationnels. Et parmi eux, le plus grand possède un miroir de 3,60 m, soit 2 fois plus que celui que nous avons vu à l'Observatoire de Haute-Provence. Construit à la fin des années 70, le télescope de 3,60 m de l'ESO domine fièrement le site de la CIA depuis son immense coupole. Les télescopes sont faits pour capter le plus de lumière possible. C'est pour ça qu'on fabrique des miroirs de plus en plus grands. Mais une fois qu'on a capté cette lumière, encore faut-il interpréter les informations qu'elle contient. Comme vous le savez, la lumière est constituée de plusieurs longueurs d'onde qui correspondent à différentes couleurs. Connecté au télescope par des fibres optiques, le spectrographe décompose ces différentes longueurs d'onde sous la forme d'un spectre. Il ne reste alors plus qu'à analyser les informations contenues dans ce spectre grâce à des programmes informatiques. Il y a un nombre d'instruments qui sont développés dans ce domaine-là, et si on était une poignée de personnes dans les années 80-90, maintenant, c'est des milliers de chercheurs qui travaillent dans ce nouveau domaine de l'astrophysique. L'origine de la formation de la Terre, du Soleil, etc., c'est une grande question, qui dépasse un intérêt ponctuel de la science. Et puis la question suivante, la grande question suivante, eh bien, est-ce que certains de ces mondes ont des formes de vie ?
Je ne serais pas hyper surpris si on avait des traces de vie. Évidemment que ça ferait événement parce qu'il y aurait une altérité comme ça qui serait confirmée. La question majeure que pose une vie ailleurs, c'est ce qu'on en attend. C'est le miroir que ça fait sur nous. C'est qu'est-ce qu'on considérerait comme la vie. La suite de notre voyage se passe sur Mars, ou presque. Le désert d'Atacama est le lieu le plus aride sur Terre, et c'est aussi celui qui ressemble le plus à la planète rouge. Pourtant, c'est au cœur de ce territoire hostile que se trouve l'installation maîtresse de l'ESO, l'Observatoire de Paranal. Situé au nord du Chili, le site de Paranal abrite le VLT, pour Very Large Telescope. Cet instrument ultramoderne est actuellement le télescope le plus évolué du monde, mais on va y revenir. Avant, il faut absolument que je vous parle de l'endroit où vivent les gens qui travaillent à Paranal. Surnommé l'hôtel ESO, cette curiosité architecturale ressemble exactement à l'idée qu'on se fait de la base du méchant dans un James Bond. D'ailleurs, il a servi de décor pour Quantum of Solace, 22e opus des aventures de l'agent secret. Dans ce bâtiment incroyable, on trouve 108 chambres, 1000 mètres carrés de jardins tropicaux et même une piscine. Pour convaincre les chercheurs de venir s'installer dans le désert le plus aride du monde, il fallait au moins ça. Pour ma part, j'ai eu la chance d'y passer une nuit et j'avais vraiment l'impression d'être dans un hôtel de luxe sur Mars. Mais revenons au VLT. En réalité, il ne s'agit pas d'un télescope, mais de 4, chacun étant doté d'un miroir de 8,20 mètres de diamètre. Ça signifie que chaque télescope du VLT est 2 fois plus grand que le plus grand télescope de la CIA. Mais ce n'est pas tout. En plus, ces télescopes ont été conçus pour travailler en collaboration, créant alors une sorte de super télescope géant qu'on appelle un interféromètre. Cet outil combiné est si puissant qu'en théorie, il pourrait distinguer les phares d'une voiture sur la Lune. Si on met de côté les télescopes spatiaux tels que Hubble, le VLT est aujourd'hui l'équipement astronomique le plus productif au monde. En l'espace de 20 ans, il a permis une quantité de découvertes phénoménales, ainsi que de nombreuses premières scientifiques. En 2004, par exemple, il a pris la première image directe d'une exoplanète, et je dis bien directe. La planète sur cette photo se trouve à 230 années-lumière. Son objectif scientifique a été de détecter une planète comme la nôtre, c'est-à-dire une planète avec une masse similaire à la masse de la Terre, autour d'une étoile comme le Soleil. Je suis prêt à parier qu'on détectera une planète comme la nôtre très bientôt, c'est-à-dire dans une échelle de temps de quelques années, pas plus que ça, avec des propriétés très proches de la nôtre. Donc c'est sûr qu'on va commencer à étudier des planètes comme ça très bientôt. Dans une échelle de 10 ans, on aura beaucoup de propriétés associées à l'atmosphère. En fait, ce qui se passe là derrière, c'est une énorme question. Quelle est la position de l'homme, mais déjà de la vie dans l'univers? Est-ce qu'elle a émergé d'une manière exceptionnelle en un point, ou est-ce qu'elle émerge chaque fois que les conditions physico-chimiques sont propices au développement de la vie? On est d'accord que je ne parle pas de personnes comme vous et moi. Hein. La vie, la plus grande partie de la vie sur Terre, c'était d'abord des unicellulaires, après des éléments extrêmement simples, de plus en plus compliqués, et puis l'homme est arrivé très tard dans toute cette histoire. Hein. Il vaut mieux pas trop penser que tout est comme nous. D'une manière générale, on a souvent été très surpris. Je veux dire, la recherche ouvre les possibilités plus qu'elle n'en referme quand même. Et je pense qu'il y a des systèmes, par exemple, qui sont très vieux par rapport aux nôtres. Donc, en fait, leur évolution, elle est peut-être tellement plus ancienne que la complexification moléculaire, elle est peut-être beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on est capable d'anticiper ce que serait nous, mais dans 2 milliards d'années, par exemple? Ça n'a aucun sens pour nous. Comment est-ce qu'on complexifie encore plus l'homme qui est ce que nous connaissons de plus complexe? On ne sait pas. Même avec les meilleurs télescopes, nous ne pouvons pas nous projeter 2 milliards d'années en avant. En revanche, nous pouvons remonter 10 milliards d'années en arrière. C'est la mission d'ALMA, le 3e observatoire de l'ESO dans le désert d'Atacama. Pour simplifier, si les observatoires de la CIA et de Paranal sont là pour regarder l'univers, ALMA est là pour l'écouter. Perché sur le haut plateau de Chajnantor, à plus de 5000 mètres d'altitude, ALMA est composé d'un réseau d'antennes géantes qui travaillent en collaboration. Vous savez, un peu comme les 4 télescopes du VLT, sauf que là, il y en a 66. Cet observatoire constitue actuellement le plus grand projet astronomique terrestre. Son objectif est de capter les longueurs d'onde qui proviennent des origines de l'univers pour comprendre comment se sont formées les étoiles et les planètes.
comme si la galaxie venait de naître et qu'on écoutait ses premiers cris. Pour s'y rendre, nous devons passer des tests médicaux et nous équiper de bouteilles d'oxygène, car à cette altitude, on respire plus difficilement. Pourtant, nous sommes toujours sur Terre et pas sur un monde lointain. Si les hauteurs du Chili suffisent à nous mettre en difficulté, qu'est-ce qui se passerait sur une exoplanète ? Si on devait aujourd'hui, en scénario, construire un monde différent du nôtre, les fonds marins suffisent. Les fonds marins sont une totale altérité pour nous, absolument totale. La Lune, qui est la chose la plus proche de nous, en est une autre. On y va, on meurt. On est tellement spécifique à cette planète. Enfin, je veux dire, sur cette planète-là, on change 10 degrés par-dessous, on a tous la crève, quoi. Donc, attention, on parle de choses beaucoup, beaucoup plus extrêmes que ça. Alors ces antennes, c'est ce qu'on appelle des radiotélescopes. C'est quoi la différence avec les télescopes qu'on a pu voir à la CIA et à Paranal ? L'observatoire de la CIA ou de Paranal, c'est des observatoires d'optique visible. Ici, ces antennes-là nous donnent accès à la naissance des systèmes planétaires. Très fréquemment, l'étoile jaune qui se forme est cachée dans le domaine visible par ces nuages de matière. Ici, les ondes infrarouges ou radio permettent de traverser. Si on a une seule antenne, on n'aura pas la possibilité d'avoir une grande résolution angulaire. Pour voir des détails, on est obligé d'avoir une très grande séparation. Donc ce que l'on fait, c'est de faire plusieurs antennes qui vont travailler ensemble pour fabriquer une image d'une extraordinaire précision. La résolution équivalente à un seul télescope de plusieurs kilomètres de diamètre. En regardant ces antennes braquées vers l'espace, je pense au fameux programme SETI. Depuis les années 60, ce projet a pour objectif de capter d'éventuels signaux extraterrestres grâce à des radiotélescopes. Alors, une question me vient à l'esprit. Si on détectait une forme de vie sur une exoplanète, est-ce qu'on pourrait seulement communiquer avec elle ? Alors, la vie détectée sous forme d'anomalies chimiques, c'est clair que ce sera très probablement une forme de vie qui n'a pas envie de discuter. Enfin, si c'est des algues ou des bactéries, c'est clair que voilà, la discussion est vite finie. Hein. Je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment ça qu'on attend dans la recherche de la vie ailleurs. Je pense qu'il me semble qu'on est en recherche de cousins et que ça, c'est plus problématique. Je pense qu'il me semble qu'on s'apprête à subir une grosse déception de ce point de vue-là, à mon avis. Hein. Donc, personnellement, je vois difficilement comment est-ce qu'on pourrait s'émouvoir très longtemps de ce qu'on va trouver sur une exoplanète, tant qu'on ne laisse pas tomber le fantasme de l'intelligence universelle et bipède. L'intelligence universelle est technologique. L'intelligence universelle, c'est fabriquer des transports. S'ils sont plus intelligents que nous, ils devraient arriver. Non, ils sont peut-être super intelligents et ils ne sont peut-être pas du tout intéressés par le fait de partir. Donc, je crois qu'il faut qu'on règle d'abord ce qu'on cherche avant de savoir ce qui nous satisferait ou non. Il y a une certaine naïveté dans toutes ces recherches. Alors par ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, hein. C'est fondamental. Imaginez qu'on détecte un signal qui n'est pas émis par un phénomène naturel, donc un nuage qui a une certaine structure logique, etc. Même si on ne le comprend pas, c'est gigantesque comme découverte. Le point le plus intéressant, c'est ce que ça veut dire pour nous comme humanité. Si on trouve une planète qui peut héberger une vie différente de la nôtre, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça doit nous faire réfléchir et poser certaines questions qui ont été cachées pendant longtemps. Les êtres humains sont au centre de notre vision de l'univers. C'est naturel, c'est une question de perspective. Mais dès qu'on comprend et dès qu'on a une preuve que nous sommes encore un élément de cet univers, la perspective doit changer. Des changements de perspective, la science en a déjà provoqué plusieurs à travers l'histoire. Au XVIe siècle, nous avons par exemple dû accepter que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Puis, 300 ans plus tard, Darwin nous apprenait que l'homme n'est qu'un animal parmi les autres. Mais le plus grand des bouleversements philosophiques est peut-être à venir. Et il y a de fortes chances qu'il passe par un télescope. Reste une question essentielle que nous n'avons pas encore abordée. Si la recherche des exoplanètes nous amène à trouver un monde similaire au nôtre, un monde habitable et merveilleux dans lequel nous n'aurions même pas besoin de bouteilles d'oxygène pour respirer, pourrions-nous y aller ?
j'aimerais rappeler une chose, le vide incroyable qu'il existe entre les étoiles. L'homme est allé sur la Lune, il a mis 3 jours. La lumière met 1 seconde. Prenons un cas très optimiste où on trouve une planète habitable, peut-être habitée, qui se trouve à quelques dizaines d'années-lumière. C'est nos voisines les plus proches. Eh bien, c'est environ 1 milliard de secondes. 1 milliard fois 3 jours, c'est beaucoup. Quand on dit la vitesse de la lumière est la limite du voyage dans le temps parce qu'on ne pourra certainement pas aller assez vite, et cette chose qui nous paraît aller très vite chez nous, en fait, à l'échelle de l'univers, c'est plutôt quelque chose de lent. On reçoit des messages qui disent mais il n'a rien compris, il suffit de plier l'univers comme ça, du coup après tu passes à travers, tu peux très bien faire un vaisseau relativiste avec un moteur d'Alcubierre, machin. Tu dis waouh, les gars, chut, doucement, on n'en est pas là du tout. Mais on n'en est tellement pas là. La théorie du voyage, et même si on y arrive un jour, tout va très bien, mais attention, on est très vite plus chez nous, quoi. Si nous trouvons une façon de voyager à la vitesse de la lumière, on pourra concevoir, prendre des vacances, créer des colonies dans ces planètes. Mais c'est une question plutôt technologique. Là, nous sommes sur l'étape précédente, l'étape de la connaissance, de comprendre qu'est-ce que nous avons autour de nous. Et en parallèle, il y a des gens qui effectivement travaillent sur la technologie nécessaire pour ce genre d'entreprise, mais je dirais qu'ils sont encore plus lointains de leur objectif que ce que nous sommes de nôtre. Si tout le monde est d'accord avec le fait qu'on ne peut pas bien atteindre et on ne peut pas vraiment être atteint, ça met en route une nouvelle façon de se sentir seul ici. Par exemple, ça a l'air tout con, mais pour l'environnement, ça ne pose pas la même question. Je pense que c'est important de dire aux gens, il y en a plein qui disent oui, une fois qu'on aura pourri cette planète, on va bien se démerder. Je crois qu'on ne va pas se démerder. Je crois que pour s'adapter sur une vie sur n'importe quelle autre planète, même Mars qui est très près, il faut des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires d'évolution pour qu'on puisse supporter tout ce qui nous attend là-bas. Et pourtant, c'est pas loin. Et si jamais on trouve une cousine dans un autre système, nous n'avons pas les moyens technologiques de nous y rendre, ou si jamais on fait une mission, il y aura peut-être 10 personnes qui auront le droit d'y aller encore dans 1000 ans. Donc, franchement, c'est bien de dire, non, c'est là. Si on pourrit là, on n'a pas de backup. Les exoplanètes ne sont pas un plan B. Même si la technologie évolue sans cesse, vous ne foulerez sans doute pas les plages irisées d'une planète pourpre et vos arrière-petits-enfants non plus. Face à cette réalité crue, un constat s'impose. Il n'y a pas de monde refuge qui nous attend à l'autre bout de la galaxie. Il n'y a que le nôtre. Mais alors, à quoi bon chercher d'autres planètes si nous ne pouvons pas nous y rendre ? Pourquoi chercher d'autres formes de vie si nous ne pouvons pas communiquer avec elles ? Si vous avez déjà regardé les anneaux de Saturne dans un télescope, vous connaissez une partie de la réponse. Nous cherchons pour comprendre la réalité qui nous entoure. Nous cherchons pour connaître notre place au sein de l'univers. Et enfin, nous cherchons pour nous émerveiller. En combinant ces 3 piliers, comme les télescopes de Paranal ou les antennes d'ALMA, on obtient le plus puissant des moteurs. C'était déjà celui qui guidait l'humanité à l'époque d'Épicure, et aujourd'hui encore, c'est celui qui anime les chasseurs de monde.